Vous le savez, mesdames et messieurs, bien sûr, pas de colloque réussi sans un grand sachant. Il est l'auteur de Nourrir l'humanité, de Fin Zéro aux éditions La Découverte, de Manger tous ses biens aux éditions du Seuil. Il anime l'excellent blog nourrir-manger.fr, où j'étais tombé d'ailleurs sur son très bel article, très nourri, c'est le cas de le dire, pour rester dans la sémantique. Dans 20 ans, l'agriculture sera écologiquement intensive. Je vous demande d'applaudir pour évoquer pendant 40 minutes l'agriculture mondiale à l'horizon 2050, impact sur le système alimentaire industriel, Bruno Parmentier, économiste et ancien directeur de l'ESA d'Angers. Sous vos applaudissements. Bien, bonjour. Ça va, tout le monde m'entend? Tiens, en fait, est-ce que vous avez mangé aujourd'hui? Ben, j'imagine que oui. Vous voyez un peu l'incongruité de poser une question pareille. Bon, enfin, on est à Quimper, on mange. Est-ce que tout le monde va manger aujourd'hui? Ben non. Sur cette planète, il y a 850 millions de personnes qui ce soir vont se coucher avec le mal au ventre en disant j'ai faim. 850 millions. Alors, c'est pas fini. Il y a 1 milliard de gens de plus, hein, qui ce soir vont se coucher avec quelque chose dans le ventre. Mais alors, eux, c'est un peu particulier, c'est pas comme à Quimper. Ils ne mangent qu'une seule chose, tous les jours la même chose. Tiens, par exemple, que du maïs, ou que du riz, ou que du manioc. Donc leur santé est gravement détériorée parce qu'il manque de protéines, de vitamines, etc. Ça fait déjà presque 2 milliards. Il y a probablement un 3e milliard qui se dit « J'aimerais bien ne pas passer dans la classe A ou la classe B. » Et puis, si je me mets de travers, des gens qui mangent trop, comme moi, ben on est très nombreux, hein. On est 1,6 milliard, dont 700 millions que ça rend carrément malade. Donc d'un côté, vous pouvez peut-être dire, je veux un colloque sur l'alimentation du futur et tout, oh, ce ringard n'est pas au 19e siècle, il faut parler informatique, aéronautique, tout ça, ben oui. Attendez, c'est furieusement moderne l'alimentation. Pour plus de la moitié des gens de l'humanité, c'est le truc qui te préoccupe, qui te prend la tête toute la journée ou qui te rend malade. Donc c'est pas si évident. Et puis alors, ben, si on parle du futur, allez, en 2050, on sera 9,6 milliards, 9,7 milliards. Est-ce qu'on mangera Quimper? Oh, oui, on mangera Quimper. Je vais vous dire, si jamais on a fait un Quimper, c'est que ça ira très mal sur Terre, hein, parce qu'il y aura beaucoup de villes où on aura faim avant Quimper. Hein. Mais quand on sera 10 milliards, est-ce qu'on mangera tous? La réponse est non. Mais évidemment que non. On n'a aucune idée de comment on va bien pouvoir faire pour se nourrir à 10 milliards sur cette planète. Excusez du peu, c'est pas rien. Et les solutions d'hier ne marchent plus. Alors d'un côté, il y a toujours deux faces. Hein. D'un côté, c'est très excitant, il va falloir inventer des nouvelles solutions. Et d'un autre côté, c'est très angoissant. Voilà. C'est un ancien directeur d'une école d'agriculture qui vous parle. Hein. Une école d'agriculture fondée en 1898. Ben, je vais vous dire, tout ce qu'on a enseigné dans mon école depuis 1898 est en train de se casser les figures. Donc, ce n'est pas si simple. Et donc, on va devoir tout apprendre. C'est dommage parce que c'était vachement bien l'agriculture d'avant. Enfin, la moderne, hein, pas celle d'avant. Celle de la Bretagne depuis les années 60, quoi. Parce qu'attendez, on n'a pas toujours bien mangé en France, hein. C'est pas pour rien qu'on a récité « Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien ». C'est bien ce qui manquait. C'est ça qui manquait le 14 juillet 1789, hein, à Place de la Bastille. Mais attendez, même à Quimper, sauf vérification, en 1948, il y avait encore des tickets de rationnement, 3 ans après la guerre. Bon, c'est les Parisiens qui commandent, ils ont dit « ça suffit comme ça, maintenant les Bretons, vous nous débrouillez, vous allez nous faire à manger ». Ben, c'est ce qu'on a fait. Mais attendez, c'est remarquable ce qu'on a fait. Mais à ce moment-là, quand on semait son blé, allez, on comptait en quintaux parce que ça faisait plus riche. Enfin, on sortait 25 quintaux, hein, 2,5 tonnes à l'hectare. Mais attendez, maintenant, on n'est pas content quand on sort 8 tonnes. C'est pas mal le progrès, du même champ. Mais c'est pareil pour les vaches. Hein. Grand-mère, quand elle trayait la vache, 3000 litres dans l'année, c'était bien. Maintenant, 8000 litres, allez hop, la vache à l'abattoir, elle était un peu faiblarde. Et ça, la Bretagne, elle était au top niveau. Enfin, sans vouloir vous vexer, vous n'étiez pas au top niveau dans les années 50. Hein. Maintenant, vous êtes au top niveau mondial de l'efficacité agricole. Bravo, les Bretons.
Mais c'est à peu près la même chose sur l'ensemble de la planète. Mais il faut vous rendre compte que... Ça, je suis désolé, c'est mon téléphone qui sonne, je croyais l'avoir éteint. Quelle angoisse. Je donne le mauvais exemple. On va le laisser, tant pis, c'est la vie. Il est en coulisses. Parce qu'attendez, depuis les années 50, la population du monde a été multipliée par 2,5. On était 3 milliards au début des années 60. Maintenant, on est 9,7 milliards. C'est pas mal, c'est un vrai défi. Et attendez, on ne peut pas dire qu'on mangeait bien sur la planète en 1960. Hein. Et donc, on a multiplié par 2,5 la population. Ben, on a dit aux agriculteurs, il faudrait voir, vous ne pouvez pas nous augmenter un peu la production? Mais attendez, c'est ce qu'on a fait. Moi, je dis bravo les agriculteurs. Parce que regardez, sur les céréales, ben, ça faisait des millénaires qu'on s'efforçait. Ben, on a multiplié par 3,5 la production mondiale de blé, par 3,5 la production mondiale de riz. C'est plus facile de manger du blé et du riz quand on multiplie la production par 3,5 alors que la population est multipliée par 2,5. Alors pour le maïs, c'était surtout en Amérique qu'ils en faisaient, tout le monde s'y est mis, on a multiplié par 5,5. Mais même pour les légumes, on a multiplié par 4,5. Moi je dis bravo, merci les agriculteurs. Quand on y réfléchit, on a réussi à nourrir 5,5 milliards de terriens de plus sur les mêmes champs depuis l'année 1900. Bravo, merci les agriculteurs. Bravo, merci les agriculteurs bretons. Alors, ça y est, j'ai dit bravo, maintenant allons-y dans l'angoisse. C'est fini. Attendez, les rendements des céréales, ils ont augmenté massivement des années 60 aux années 90. On est passé de 25 quintaux à 80, 90 quintaux. Depuis les années 90, les rendements n'augmentent plus. Basta, terminé. Oui, mais attendez, on se fait 200 000 terriens de plus tous les jours. On se fait 75 millions de terriens de plus chaque année. Tu ne peux pas dire, ben, ça a eu payé, on a augmenté, puis ça ne paye plus. Maintenant, ça stagne. Et donc, les bénéfices de cette agriculture, tout chimie, tout pétrole, etc., ils sont derrière nous. On n'arrive plus à augmenter. Personne ne va dire sérieusement, avec cette agriculture, on va trouver le moyen de faire, allez, 130 quintaux à l'hectare au lieu de 80, durablement. Et c'est particulièrement menacé, comme l'a dit notre journaliste. On a cassé le joujou, la planète se réchauffe, ça va être beaucoup plus compliqué. Et on a cassé le joujou, il n'y a plus de biodiversité. Donc ça va être beaucoup plus compliqué. Les rendements n'arrivent plus à augmenter et on a cassé le joujou. Et en plus, on va dire l'acceptabilité sociale de l'agriculture n'est plus ce qu'elle était. Ah ben dans les années 60-70, quand on voulait manger, allez-y, les agriculteurs bretons, on veut du cochon, on veut du poulet, vous débrouillez comme vous voulez, on veut manger. Maintenant, ils commencent à vous chercher des noises, et il est fait comment votre cochon? Il vient de comment? Qu'est-ce que vous avez mis sur le champ? Et quand je me baigne, j'aimerais bien qu'il n'y ait pas trop d'algues. Et puis quand je bois de l'eau du robinet, j'aimerais bien qu'elle soit potable. Et puis alors le cancer, c'est quand même pas top. Donc, c'est vrai qu'on est un tournant. Et donc, cette agriculture, tout chimie, tout pétrole, il faut inventer un autre truc. Et donc, ben, la nouvelle révolution, c'est de passer à l'agroécologie. Alors, quelquefois, l'agroécologie, on dit, vous avez vu, je ne suis pas barbu, chevelu, chemis la fleur, hein. J'ai l'air quand même de quelqu'un de sérieux. Mais c'est très sérieux, l'agroécologie. C'est pas un truc de baba cool. C'est très, très sérieux. On a sous-estimé complètement les forces de la nature. Attendez, les deux systèmes de production végétale qui marchent le mieux au monde, ils n'ont jamais vu un paysan. Hein. C'est la forêt tropicale et la prairie naturelle. Ah ben c'est l'agroécologie, la vraie. C'est toutes ces bébêtes qui s'entendent entre elles. Mais jusque-là, on était ignares. En fait, l'agriculture dite moderne, elle n'a rien de moderne. C'est une agriculture de l'ignorance. Est-ce que vous vous rendez compte qu'on ne connaît que 10% des êtres vivants? C'est vrai que la première fois qu'on m'a dit ça, j'ai dit comment ils font pour
compter les 90% qui ne connaissent pas. C'est vrai que c'est compliqué. Alors attendez, grosso modo, on connaît toutes les grosses bêtes. Les girafes, les orang-outans, on les connaît, les rhinocéros aussi. Alors, les petites souris, déjà pas toutes, et alors, les petites bêtes ne connaissent rien. C'est pas parce qu'on ne les connaît pas et qu'elles sont petites qu'elles ne servent à rien. Tiens, par exemple, un exemple. Si on pèse les êtres vivants, par exemple, tiens, on découvre que l'ensemble de l'humanité, ça pèse autant que les crevettes arctiques. Respect pour les crevettes. Mais l'ensemble de l'humanité, ça pèse 50 fois moins que les champignons. Les champignons, ça doit être intéressant. Ça pèse 1200 fois moins que les bactéries. Les bactéries, ça pèse 1200 fois les bactéries qui sont dans notre sol. Hein. Ça doit bien servir à quelque chose. Ouais, le problème, c'est que c'est tellement petit qu'on ne les connaît pas. Vous savez, on prend 1 gramme de terre de forêt. Dedans, il y a 4000 espèces de bactéries, 2000 espèces de champignons. Je ne dis pas 4000 bactéries, 4000 espèces. Vous en connaissez combien en fait? Et c'est seulement maintenant qu'on va faire connaissance. C'est seulement maintenant qu'on va vivre cette époque formidable. On croit avoir vu une révolution totale, la révolution du silicium. Vous savez, la révolution du silicium, finalement, excusez-moi, il y en a plein qui doivent travailler dans le silicium, c'est bestial. Je prends du sable, je le fonds, je fais des puces en silicium, je fais passer de l'électricité, je mets un compteur 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1. Ouais. Enfin, comme on compte très vite, on frime. Mais attendez, tout ça, c'est une révolution faible. La vraie révolution, elle va commencer maintenant. C'est que cette puissance gigantesque de calcul, ça va permettre la seule vraie révolution, qui est celle du monde du carbone, du vivant. On va enfin faire connaissance avec la nature. On va enfin réaliser que sous 1 mètre carré de terre, il y a 230 millions d'êtres vivants. Et on va dire, tiens, bonjour, comment tu t'appelles mon petit? À quoi tu sers? Moi, c'est Parmentier Bruno, clown de service. Oui, je ne peux pas t'aider à faire ton travail de bébête. Et tout d'un coup, tout ce qu'on a imaginé dans l'agriculture, on va le regarder autrement. Par exemple, le symbole même de l'agriculture, le labourage, parce que labourage et pâturage sont les 2 mamelles de la France. Ouais. Enfin, ça consiste grosso modo à aller chercher les cailloux au fond pour les mettre au-dessus, transformer nos champs de cailloux, si on aime les cailloux. Ça consiste à tasser les terres. Comme ça, quand il pleut, ça fait une belle mare, si on aime les mares. Ça consiste à donner les vers de terre aux petits oiseaux, si on aime les petits oiseaux. C'est une histoire de fou. Pourquoi on a fait ça au fait? Ah oui, pour les mauvaises herbes. C'est une manière très primitive de régler le problème des mauvaises herbes. Hein. Les mauvaises herbes, c'est coriace de chez coriace. Hein. C'est bien plus coriace que les bonnes herbes. Ça fait 3000 ans que tous les agriculteurs leur ont déclaré la guerre. Je te brûle, je t'arrache, je te truc, je te machin, je t'empoisonne. Elles sont encore là, dit. Ben, ça prouve qu'elles sont coriaces. Et dans la coriacité des mauvaises herbes, il y a ce truc extraordinaire. La graine de mauvaise herbe, elle peut rester 7 ans enfermée dans le sol sans pourrir. Donc cette année, c'est bon. Ciao les mauvaises herbes de l'an dernier. Mais je laboure de nouveau. Bonjour les mauvaises herbes d'il y a 2 ans. Bienvenue au club. C'est une manière extrêmement primitive d'éliminer les mauvaises herbes. Mais entre-temps, toutes les bactéries, on leur a déclaré la guerre. Dans les 20 premiers centimètres, il y a des bactéries qui adorent l'oxygène. Dans le reste, elles n'aiment pas l'oxygène. Ben, j'ai tout faux. Les bactéries du dessus, je les enferme étouffées. Et les bactéries du haut, je les remets empoisonnées. Et puis alors, le ver de terre. Attendez, le ver de terre, c'est central. On est en train de faire des alliances, d'essayer de trouver la paix mondiale. Mais moi, j'ai envie de dire que font les Nations Unies. Il n'y a que vraiment deux accords qui comptent pour la survie de l'humanité. Un accord avec les abeilles et un accord avec les vers de terre. Et le métier d'agriculteur, c'était devenu tellement important, le labour, parce qu'on l'appelait le laboureur. Et je suis sûr que plein d'entre vous regardent avec émotion la coupe cantonale de labour qu'a gagné grand-père. Et voilà. Mais attendez, du point de vue énergétique, je provoque un peu, mais
Ceux qui font du blé, ils récoltent son blé le 10 juillet. Ça veut dire qu'à partir du 10 juillet, le soleil, on s'en fout. Le soleil du mois de juillet, on s'en fout. Août, septembre, on s'en fout. Mais attendez, on vit dans quel siècle? Il y a un énorme problème énergétique. Attendez, il y a quand même un décret qu'on devrait prendre en France. La couleur marron est interdite. Tout rayon du soleil qui nous fait l'honneur d'arriver sur Terre, il doit... Non, c'est énervant, c'est énervant. Il doit faire de la photosynthèse. Les champs doivent être couverts en permanence. Mais couverts de quoi? On doit faire au moins 2 récoltes par an sur tous nos champs. On fait une récolte de nourriture, et entre les deux, on cultive son engrais. On utilise le rayonnement solaire au moment où il est le plus fort pour fixer du carbone, de l'azote, de l'hydrogène et de l'oxygène. Mais c'est bon ça! Ben oui! En fait, on croit qu'il faudrait ne mettre qu'une seule variété d'une seule espèce sur nos champs, mais c'est extrêmement primitif. Jamais moins de 12 plantes sur le même champ chaque année. Allez, une dizaine de plantes pour fabriquer notre engrais, recycler la terre, tout ça. Et puis, mais même pas une plante. Mais qu'est-ce que c'est que cette folie de dire, allez, j'agrandis le champ, mais c'est toujours monomaniaque. Une seule variété d'une seule espèce. Alors ici, les champs sont encore petits, mais vous allez en Beauce, ils font 20 hectares. Imaginez l'insecte ou la maladie qui arrive en bord de champ, qui appelle les copains en disant « Venez les gars, il y a 20 hectares à bouffer, on va se régaler ». Donc évidemment, si on est monomaniaque comme ça, c'est bourré de produits chimiques. Et tout d'un coup, on se dit, à terme, on cultivera des céréales en même temps que les légumineuses, qui s'aident mutuellement à pousser. Alors, je ne dis pas que c'est simple. Alors, je vais vous dire, ça va tout résumer. On sort d'une agriculture mal au dos, et bienvenue dans l'agriculture prise de tête. C'est très compliqué de passer des alliances avec la nature, mais c'est très important. Et donc, par exemple, le premier truc, c'est l'engrais, ça ne s'achète pas, ça se cultive. Alors ensuite, par exemple, l'herbicide. Le glyphosate n'a pas bonne presse. Il paye pour tous les autres. Hein. Moi, je ne suis même pas persuadé que le glyphosate soit cancérigène. Enfin bon, ça, il y a bien pire. Hein. Les insecticides, c'est bien pire pour la santé humaine que les herbicides. Enfin bon, ça, c'est autre chose. Enfin, il paye pour les autres. Donc, ça va être fini. Et donc, tout le monde dit, trouvez-nous une solution de remplacement. Enfin, je décrypte. Trouvez-nous un autre poison socialement acceptable. Parce que quand le glyphosate est arrivé, il a remplacé plein d'autres trucs super cancérigènes qui ont été interdits depuis. Bien, maintenant on se dit, l'herbicide, excusez-moi, mais ça se cultive. C'est la notion de plante de service. Je vais sélectionner des plantes qui me rendent service. Tiens, par exemple, tu ne peux pas me rendre le service d'être herbicide. Ben ouais. Ben alors, attendez, il faut 3 qualités pour une plante de service herbicide. La première qualité, c'est elle qui court le plus vite. Elle sort la première. Alors, comme elle sort la première, elle occupe le terrain. La deuxième qualité, elle fait des feuilles larges. Elle s'étend. Ben, elle fait de l'ombre. Ben, elle empêche les autres de pousser. Ben, ça s'appelle comment? Herbicide. Et attendez, troisième qualité, elle gèle l'hiver. Et donc, si on trouve des plantes qui poussent les premières, qui font de l'ombre pour empêcher les autres de pousser, et qui ont le bon goût de laisser la place l'hiver, ben merci. Le successeur du glyphosate, c'est le génie de l'homme et le génie de la femme. C'est trouver des plantes auxiliaires, des plantes de service qui vont nous rendre de vrais services. Mais c'est pareil pour l'insecticide. C'est très primitif de faire pchiter comme ça avec des produits, pour le coup, super dangereux, hein, soyons clairs. Bon. En plus, on ne leur avait pas dit aux paysans que c'était dangereux dans les années 60, à main nue, tout ça, truc, machin. Alors maintenant, ils mettent le masque quand même au moins. Non mais attendez. L'insecticide, ça se cultive, ça s'élève, pardon. Ça, c'est la notion d'animaux auxiliaires de culture. On va dorénavant élever des bébêtes qui mangent les bébêtes qui mangent nos plantes. Ah ben, c'est très prise de tête. Mais c'est bien plus intéressant. Donc, tous les agriculteurs vont redevenir des éleveurs de hérissons, d'hirondelles, de bêtes du bon Dieu, là, etc. Enfin, toutes les bébêtes qui mangent les bébêtes qui mangent nos plantes. Et ensuite, l'arbre.
Alors l'arbre, vous avez vu, je ne sais pas quelle mouche nous a piqué. On a cru que l'arbre était l'ennemi de l'agriculteur. Il faut dire, tout le monde avait vu, juste à côté de la forêt, là, c'est pas terrible sur les premiers mètres. Donc c'est pas terrible l'arbre pour l'agriculture. Mais attendez, c'est une vision très 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 primitive. L'arbre, c'est absolument indispensable. L'agroforesterie. L'arbre, ça régule l'humidité. Par les temps de réchauffement climatique, ça peut servir. Ça va chercher les éléments nutritifs beaucoup plus profondément que ne le font les plantes annuelles. Et ça restitue. Et ça refroidit la planète, dit. Ça fixe le carbone, ça refroidit la planète. Et attendez, si vous voulez cultiver des bébêtes qui mangent les bébêtes qui mangent nos plantes, ils ont tous besoin de la haie à une période de leur vie. Donc, il ne s'agit pas de dire on va faire tout comme avant, sauf le glyphosate. Ah ben ça, c'est le casse-gueule assuré. Il s'agit de dire, au lieu d'une agriculture tout labour, tout chimie, tout pétrole, au lieu d'une agriculture qui se fait contre la nature, on va faire une agriculture qui va aller dans le sens des forces de la nature et nous sous-estimons totalement les forces de la nature. Et donc, il va falloir changer totalement d'agriculture. Alors, heureusement, il nous reste l'élevage. Alors, passons aux éleveurs. J'imagine qu'il y a des éleveurs dans la salle. Alors, ça, c'est un autre défi qui attend les éleveurs. C'est que le XXe siècle est fini. Au XXe siècle, on avait envie de manger de la viande et de boire du lait. Ah ben oui. Les Français, on est des êtres rationnels, on s'est fixé sur le millésime. Dans les années 30, 30 kg de viande, 30 kg de lait. Dans les années 50, 50 kg de viande, 50 kg de lait. Dans les années 80, 80 kg de viande, 80 kg de lait. Et au tournant du siècle, l'extase de l'éleveur. 100 kg de viande, 100 kg de lait. Ah ben, quand on est dans une production où la demande sociale augmente comme ça, on est les rois. Je faisais du cochon, j'avais 5 truies. Je suis passé à 50, puis à 500. Attends, mes parents, ils étaient très fiers dans les années 50. Ils avaient 4 poulaillers de 250 poules pondeuses. Maintenant, moins de 25 000, tu gagnes petit. Et donc, quelque part, on a dit ça va continuer. Mais raisonnons par l'absurde. On ne va pas continuer à faire le coup du millésime au XXIe siècle. On ne va pas dire en 2100, 200 kg de viande par personne. En 2200, 300 kg de viande. En 2300, ça va forcément s'arrêter un jour, ça. Eh bien, le jour est venu. Ça s'appelle 1er janvier 2000. Ces produits sont devenus moins à la mode. Il faut dire qu'avant, c'était les produits pour les patrons et les aristos. Et puis, il y avait un air démocratique. Alors, l'ouvrier, il allait à l'usine pour gagner son pain à la sueur de son front. Et puis, tout d'un coup, il a dit, j'ai une bonne idée. Je vais gagner mon beefsteak. Puis, une fois qu'il a eu le beefsteak, il a dit, j'ai une bonne idée. Je vais mettre du beurre dans les épinards. Et une fois qu'il a eu son pain, son beefsteak, son beurre et ses légumes, tout ça de Bretagne, pas moins le blé, mais il a dit, bon, c'est bien. Du coup, tous ceux qui étaient contre, qui étaient inaudibles, ont commencé à se faire entendre. Alors, la souffrance animale. Attendez, si vous demandiez à un ouvrier des années 70 s'il était pour la souffrance animale dans les abattoirs, il s'en foutait. Il disait, mais je veux manger du beefsteak comme le patron. Arrêtez de me... C'était pas le paradis, les abattoirs dans les années 60. Hein. Bon, alors, maintenant non plus. Hein, mais du coup, ça y est. Ces gens-là sont devenus audibles. Et puis ensuite, il y a les écolos qui disent, la vache, c'est vachement bien, mais qu'est-ce que ça rote et qu'est-ce que ça pète? Qu'est-ce que ça réchauffe la planète? Et puis tout ça, c'est du concentré de végétaux. Ben oui, les animaux, qu'est-ce qu'ils mangent? Comme nous, hein? Le poulet, il mange exactement comme nous. Ah ben c'est pas cuisiné pareil, mais c'est les mêmes ingrédients. Le poulet, il mange du blé, du maïs, du soja, du colza, ben c'est bien comme nous. Sauf que quand il mange, d'abord, il se chauffe. On ne lui a rien demandé. Donc c'est très mauvais comme rentabilité. On n'élève que des animaux à chanchon. Puis ensuite, il fait des plumes, des trucs, plein de choses qui ne servent à rien. Et à la fin, il y a du blanc de poulet. Donc évidemment, il faut beaucoup plus de ressources
quand on met une aile de poulet dans son riz, qu'on est ouvrier chinois, que quand on était paysan chinois, qu'on avait juste un bol de riz. Et comme je vous parle de centaines de millions de personnes qui deviennent carnivores ou qui boivent du lait, la ponction sur la ressource de la planète est énorme. La Chine a multiplié par 8 sa consommation de viande depuis les années 60. Ben, ça se voit forcément. Bien, ben, vous le voyez dans le cochon en ce moment. Hein. Ah ben, la moitié des cochons de la planète, ils sont chinois avec les yeux bridés. 500 millions sur le milliard de cochons. Ben, c'est pas de bol, il y a une maladie. Ah ben, les Chinois disent, ben, j'abats 100 millions de cochons d'un coup. Ah ben, c'est peut dire que ça dope le marché. Hein. J'ai bien compris en vous pratiquant qu'il n'y a jamais de bonnes années pour les agriculteurs. Hein. Il y a les années mauvaises et les années pas pires. J'ai cru comprendre que cette année 2019, c'est pas pire pour le cochon. Voilà. Merci. La peste porcine en Chine qui les a obligés à abattre 100 millions de cochons. 100 millions de cochons, il faut les remplacer. Donc tout d'un coup, on se dit, ben, ça y est, la Bretagne va nourrir la Chine. Oui, enfin, 1 an ou 2. Bon, enfin, ça ne me paraît pas d'être une stratégie à long terme. Enfin, si vous pouvez vous faire un peu de gratte cette année, pourquoi pas. Bon, en tous les cas, à terme, soyons clairs, on ne produira en Europe que les animaux qu'on mangera en Europe. Eh bien, ce sera moins. Ce sera moins. Alors, on est passé de 100 kg à 85 kg de viande, donc crise générale dans l'élevage. De 100 kg à 90 kg de lait, donc crise générale dans le lait. Mais attendez, c'est que le début. C'est que le début. Ça va finir à combien? Ça va finir entre 50 et 60 kilos. Donc c'est que le début de la baisse de la consommation. Vous avez pris 15% de baisse de la consommation, vous avez encore 30 à 40% à prendre. Ah merde. Et alors? J'ai encore une chance de produire? Ah ben oui. Allez, je vous emmène, on va en Languedoc. Quand j'étais jeune, les bonnets rouges, si j'ose dire, ils n'étaient pas à Quimper, ils étaient à Carcassonne. Alors je peux vous dire que les viticulteurs, c'était des violents, hein. Ça y allait, hein. Ben, c'était du temps du Grand Rouge qui tâche. C'était le bon temps, le Grand Rouge qui tâche. Les Français se sifflaient 140 litres de vin par tête de pipe et par an, bonne sœur et curé comprise. Hein. Bien. Aujourd'hui, 40. On est passé de 140 litres à 40 litres. Ah ben, il ne doit plus y avoir de viticulteurs à Carcassonne. Ben si. Mais comment ils ont fait? Ils ont dit, t'en veux moins? Que du bon, que du cher. Déjà, j'ai une bonne idée. Au lieu de te vendre le vin par litre, je vais te le vendre par 75 centilitres, c'est plus classe. Et puis alors, attendez, 80 centimes de francs le litre, franchement. Non, je te fais une entrée de gamme à 3,50 € les 75 centimes. Cherchez la marque. Mais te dis 3,50 €, c'est pas digne de toi. Quand tu as des invités le dimanche, tu prends quand même une bouteille à 8 €. Et puis alors, le jour de Noël, à 20 €, on se fait plaisir. Ben, résultat, il n'y a plus de piquettes dans ce pays. Par exemple, personne ne met plus d'eau dans son vin. On ne comprend même pas le concept. Mais mes enfants, ils disent, mais non, il y a 2 verres, il y a un verre d'eau, un verre de vin, tu ne vas pas mettre l'eau dans le vin. Oui, mais c'est qu'avant. Et donc, il y a un verre de vin maintenant. Voilà. Et donc, puisqu'il y a encore des viticulteurs à Carcassonne, ben, il y a des chances qu'il y ait encore des éleveurs à Quimper. Mais ils vont peut-être changer, hein. Allez, je vous enfonce le coup avec une dernière provoque. Vous êtes sûr de faire du cochon longtemps? On respire un grand coup. Comme chacun sait, dans cette salle, dans chaque homme, il y a un cochon qui sommeille. Non, c'est pas ce que vous pensez. Hein. Je provoque, mais pas à ce point-là. Les gènes du cochon sont très proches des gènes des hommes. Et tiens, peut-être qu'un jour, il y a une 4e catégorie de l'humanité qui ne mangera plus de cochon. Il y a déjà les Arabes, les Juifs, les Hindous. Ben, il y aura peut-être les riches. Ah oui, parce que le riche, peut-être que dans 20 ou 30 ans, il va faire élever son cochon, adapté à ses gènes. Ah ben, il sera bien élevé. Hein. Ah ben, il y aura l'apéro cochon le dimanche. Hein. Il viendra chez vous caresser le cochon pour voir. Ben oui, c'est grâce à ça qu'il a 30% de réduction sur les cotisations de sécurité sociale. Ah oui, parce que le cochon, à quoi ça servira? Eh ben, transplantation. On verra des gens avec un cœur de cochon, tête de cochon c'est déjà fait, ça, cœur de cochon, tout ça.
Ben, du coup, je vais vous dire, quand vous avez fini l'apéro cochon, à votre avis, est-ce que vous allez à la charcuterie? Si ça se trouve, il n'y aura plus de charcuterie dans 50 ans. Alors, vous croyez que c'est impossible? Au fait, des boucheries chevalines, il y en a à Quimper. Il y en a une. Ah bon, tant mieux, il y en a encore une. Ouf. Mais attendez, il y en avait plus que ça dans les années 50. Ah ben à ce moment-là, le cheval, c'était l'homme, le warrior, le macho. Avez-vous repéré que le cheval, sans nous demander la permission, il a changé de sexe? 80% des chevaux, maintenant en France, ils sont montés par des jeunes filles de 15 à 25 ans. Ah ben c'est plus du tout ça, maintenant. On lui parle, on le caresse, on le promène, on est gentil, mais on le mange plus en rôti, c'est un ami. Il n'y a plus de boucherie, enfin il y en a encore une. Mais je serais venu il y a 50 ans annoncer que dans 50 ans, il n'y aura plus qu'une seule boucherie chevaline à Quimper, personne ne m'aurait cru. Et moi, j'ose vous dire, on ne sait jamais, il n'y aura peut-être plus de charcuterie à Quimper dans 50 ans. En revanche, à l'hôpital, il y aura beaucoup de cochons. Mais c'est pas grave, vous ferez d'autres choses. Vous élèverez des poulets, des insectes, des trucs, etc. Et donc, il va falloir s'inspirer de l'exemple du Languedoc. Vous allez produire moins de viande, moins de lait, que de la qualité sous signe de qualité, vendu plus cher. Allez, je provoque jusqu'au bout. Je vais prendre des coups là. Monsieur Doux. Oh, monsieur Doux. Quel modèle économique extraordinaire. Hein? Je prends des subventions à Bruxelles, j'achète du maïs au Brésil, du soja en Argentine, je fais du poulet congelé que je vends aux Arabes. Impeccable. Ben oui, mais il y a 7 ans, Bruxelles a dit, dans 5 ans, j'arrête les subventions. Ils ont dit, ils n'oseront jamais. Ben si, qu'ils ont osé. Ils ont dit dans 5 ans, mettez-vous à la place des Brésiliens. Ils ont dit, bah, c'est mon soja et c'est mon maïs. Ça ne doit pas être si difficile de faire du poulet qui n'a pas trop de goût, congelé. Ensuite, le transport depuis le Brésil, ça coûte moins cher que le soja. C'est à moi de travailler mon maïs et mon soja. Ben oui, tout s'est cassé la gueule. Vous mis à poulet et poulet. Moi, j'habite à Angers, à côté d'Angers, il y a une charmante bourgade qui s'appelle Loué. Il n'y a pas de crise dans le poulet de Loué. Mais attendez, je m'excuse, mais quand on mange peu de poulet, on veut que le poulet ait du goût. Et nous, notre fantasme, c'est le poulet a du goût. S'il était dehors, qu'il ait eu un peu d'émotion dans sa vie, c'est manger un ver de terre. Et bien du coup, moins de poulet, sous label, vendu plus cher. Donc votre énorme défi, les éleveurs, c'est ça. Comment faire moins que du premium, tous les premiums possibles, tous les fantasmes possibles. Hein. Ah, la qualité, ça peut être tout ce qu'on veut. Vendu plus cher. Ben, c'est une énorme mutation. Mais il y a encore des viticulteurs à Narbonne et à Carcassonne, donc vous allez y arriver les Bretons, vous êtes quand même plutôt bons pour les changements. Et alors du coup, l'agro-industrie, ben, ça va changer. Ben oui, ça va changer. Alors, l'agro-industrie, elle a compris que la France était le pays du plein emploi. Contrairement à d'autres pays, on a mis toutes nos femmes au travail. Ben, du coup, qu'est-ce qu'il va faire la cuisine? Dit. Eh ben, c'est Danone et Carrefour. Ben, quand monsieur travaille, madame travaille, le jeudi soir, bien manger, c'est en un quart d'heure. Et ben, plat préparé, acheté en supermarché. Ben, c'est normal. Ah ben, on n'est pas en Allemagne où les femmes continuent à prendre les enfants à partir de 13h. Mais de toute façon, elles ne font pas la cuisine en Allemagne. Donc, c'est un mauvais truc. Mais, bon. Et donc, finalement, vous avez su surfer sur le plein emploi d'une façon extraordinaire. Plein emploi, donc, il faut leur faire à manger, vite fait, pas cher, pratique. Et là, les Bretons, recordman du monde. Bravo les Bretons. Bon. Alors maintenant, on a des fantasmes. Vous ne pourriez pas nous faire bio, local, équitable? Alors, gardons notre sang-froid. Bio, local, équitable, 5% de la bouffe. Vite fait, pas cher, pratique, 95% de la bouffe. Bon, gardons notre sang-froid. Ah, c'est une énorme croissance, hein? Il n'y a pas beaucoup de secteurs qui ont une croissance à 2 chiffres. Enfin, c'est une erreur de penser que le bio, local, équitable va faire 80%. On va faire 80%. Attendez.
tout ce qui est produit en Cornouailles va être mangé à Quimper? Ou, parlons autrement, on ne va produire en Bretagne, en Cornouailles, que ce qu'on mange à Quimper. Non mais, arrêtons. Ah, et arrêtons, et c'est pareil à Paris. Il y a 10 millions d'habitants à Paris, vous y croyez? 10 millions d'habitants qui mangent des AMAP, avec un petit agriculteur sympa, chemise à fleurs, barbu, tout ça, à 10 km? Mais non, il y a forcément, c'est forcément de l'industrialisation, ça c'est sûr. Mais tout le problème, c'est de dire comment continuer à faire du vite fait, pas cher pratique, parce que plein emploi en France, quoi qu'on dise, en instillant toujours plus de bio local équitable. Parce que le bio local équitable, 5% de chiffre d'affaires, hein, tous les gens qui travaillent dans l'élevage, sauf le porc, savent que le halal, c'est plus fort que le bio en termes de chiffre d'affaires. Enfin, sauf pour le cochon. Bon. Et donc, il va falloir instiller tout ça. Et donc, ben, c'est très compliqué. Parce que quelque part, le bio local équitable, ce n'est pas tout à fait la même chose que le vite fait, pas cher pratique. Et tenir les deux bouts, ça va être difficile. D'autant plus difficile qu'avec cette agriculture agroécologique, il va y avoir une diversité très forte des matières premières. Vous aviez l'habitude d'avoir une chaîne avec le poulet, tous du même âge, tous du même truc, etc. Ben, là, vous allez prendre de la diversité et vous allez devoir insuffler énormément de bio local équitable et d'information. Parce que comme il le disait, si vous ne voulez pas mettre le Nutri-Score, le dernier qu'il mettra, il aura perdu tout son marché. C'est un mouvement absolument irréversible de dire je veux savoir ce que je mange. Et de toute façon, si vous ne le mettez pas avec l'application, ils vont tous regarder. Donc vous allez déjà être suspect si vous ne donnez pas l'information, et de toute façon, ils l'auront. Donc il va falloir donner une information considérable pour qu'on sache dans quel champ a été produit à terme le blé de ma baguette. Et dans ce champ, à terme, vous savez ce qui vous attend? Est-ce qu'il y a des haies dans ce champ? Est-ce qu'il est marron au mois d'octobre? Est-ce qu'il y a des résidus de ce type de pesticides? Est-ce qu'ils ont vraiment élevé des bébêtes qui mangent les mémètres, qui mangent les pentes? Et il n'y aura plus de menu dans aucune cantine sans dire la vérité, combien de gaz à effet de serre dans ce menu. Et je peux vous dire qu'il y aura des parents d'élèves qui diront « Je ne suis pas d'accord avec le menu de jeudi, il réchauffe trop la planète. » Et donc on va tous réinventer. Mais c'est une chance extraordinaire. Parce que qui est-ce qui a montré dans les 50 dernières années à quel point vous étiez inventif, têtu, uni? Eh bien c'est vous. Eh bien gardez ces qualités. Vous avez inventé de façon unie, très têtue, cette nouvelle agriculture, ce nouvel élevage. Je suis sûr que moi je ne serai pas là dans 50 ans, mais il y aura encore des colloques pour célébrer le dynamisme de l'agriculture et de l'élevage breton. Merci, désolé, j'ai pris trop de temps. Applaudissements pour Bruno Parmentier et cette excellente présentation. Vous avez le temps de couper votre portable, de vous rafraîchir, de faire les deux, mon capitaine, en même temps. Merci Bruno. Mesdames et messieurs, nous avons 15 minutes pour échanger. Vous pouvez maintenant préparer vos questions si elles n'ont déjà germé dans votre esprit en écoutant la brillante intervention de notre grand sachant Bruno Parmentier, économiste, vous le voyez encore s'afficher devant vous. Nous avons 15 minutes donc pour recueillir vos points de vue, que vous corroboriez, que vous soyez au contraire en opposition. Bruno Parmentier nous a présenté notamment ce qui se passe au niveau des viticulteurs. Est-ce que ce modèle est aussi facilement duplicable ici en Bretagne? On y reviendra d'ailleurs avec nos intervenants lors de la table ronde. Bref, beaucoup de choses ont été dites avec toute la vitalité, la pertinence, le recul aussi de notre grand sachant. Mais un bon échange lors d'un colloque, c'est aussi quelquefois des frictions au sens positif du terme. Donc vous n'hésitez pas. J'ai des questions sous le coude, mais j'aimerais quand même mieux que vous enrichissiez cette 9e édition de ce colloque tellement attendu chaque année. Et je crois qu'on pourra d'ailleurs vous tendre le micro. Fabienne, on est d'accord, un micro sera adressé aux uns comme aux autres. Je vous en prie, il est toujours difficile d'ouvrir le bal en quelque sorte, mais bon, je peux quand même donner quelques secondes si je vois une main se lever. J'ouvre le bal, le temps d'en finir avec des pudeurs. Non, monsieur, là-bas dans le fond. Je vous laisse bien sûr, le temps que le micro vous arrive, vous présenter, monsieur, dans l'écosystème pour qu'on puisse vous situer, et au bénéfice de tout le monde d'ailleurs.
Ici, voilà, et posez votre question. On se donne 18h, 18h15. Bravo Bruno, vous avez tenu les temps. Bravo. Moi, je suis toujours très, très suspicieux et très surveillant à ce niveau-là. Bonjour, Éric Laporte, je suis dirigeant d'un laboratoire d'analyse, LabOCA. Vous avez évoqué tout à l'heure le tournant des années 2000 sans faire référence à la maladie de la vache folle, l'ESB. Et je pense que c'est un des éléments marquants. Et je dirais que pour compléter votre propos, on a eu des années qui se sont écoulées, qui étaient des années de production après-guerre où il fallait nourrir la population. Aujourd'hui, la population elle est globalement bien nourrie, très bien nourrie, avec des niveaux de qualité différents. Mais ce que l'on voit se renforcer, c'est la dimension sanitaire. On a effectivement les maladies, alors les maladies sur les animaux, les maladies, les interrogations que l'on a aujourd'hui par rapport à quand on mange, est-ce que ça entraîne des maladies chez moi ? On a des questions environnementales. Et donc tout ceci m'amène à penser que dans les décennies à venir, il y a un nouveau modèle à inventer en Bretagne. C'est un modèle de coopération mettant en valeur justement toute la dimension sanitaire, santé et qualité nutritionnelle. Et donc j'aimerais bien vous entendre sur cet aspect-là également. Bon, avec le recul, transformer un herbivore en carnivore, objectivement, c'était quand même très fou. Bon. Ça nous est retombé sur le nez. Vous l'avez payé cher. Mais allons plus loin. On a transformé nos herbivores en granivores. Toute vache nouvelle qui arrive maintenant est nourrie maïs-soja. Mais maïs-soja, c'est granivore, c'est pour les hommes, c'est pas pour les vaches. Allez, je vais plus loin. Toute chèvre nouvelle qui arrive dans le tiers-monde, c'est le désert qui avance. Il faut se rendre compte qu'en matière, d'herbivores, on a notre quota mondial. Il faut arrêter d'augmenter les herbivores. Il faut probablement les répartir autrement sur la planète, un peu plus dans le sud, un peu moins dans le nord. Mais il faut se dire, on élèvera à terme, en France, les vaches qu'on peut nourrir avec les végétaux français. Je ne dis pas breton, je dis français. Mais ça tombe bien, il faudra en faire moins. Quand on dit moins et mieux, ça fait partie de ça. On va élever des herbivores à l'herbe. C'est des herbes, enfin aux végétaux, pas aux grains et encore moins à la viande. Bon, parce que toutes ces expériences, à tort ou à raison, ça fait peur. Le consommateur a peur parce que maintenant, il mange. Et par exemple, la peur des OGM, c'est totalement irrationnel. Je veux dire, tout le monde mange des OGM. Hein. Je vous rappelle que tout le monde a des OGM sur la peau. 80% du coton cultivé dans le monde, il est OGM. Donc je vous rappelle que vous avez tous des OGM sur la peau. Et alors? Il y en a qui commencent à se gratter. Non, mais ça ne gratte pas les OGM. Mais attendez, vous mangez tous du poulet, du cochon élevé au soja. 83% du soja produit dans le monde est OGM. Vous y croyez, vous? Filière garantie sans OGM, ça c'est de la croyance religieuse. Hein. Autrement dit, on se mange tous des OGM et on s'habille tous avec des OGM. Et alors? Oui, mais la peur, elle est très irrationnelle. Moi, je mange, je suis en bonne santé, j'ai la chance de pouvoir choisir. Terminate. Tiens, hier, j'étais à la télé pour parler des pauvres agriculteurs de Rouen à Metz. Il y a eu un nuage pas terrible quand même. Hein. Et puis il y a eu la pluie, boum. Donc on leur a dit, terminez le fourrage. Hein. Mais ça va durer longtemps, malheureusement. Je les plains, les camarades là, hein, producteurs laitiers. Parce que, attendez, vous êtes à Rouen dans un an. Il y a belle lurette que les pouvoirs publics auront rassuré en disant, maintenant, tout va bien, vous pouvez y aller. Il y en a même qui vont, le préfet va boire un verre de lait avec ses enfants à la télé. Les mecs d'Oran, ils vont dire, ouais, je préfère le lait de la Haute-Savoie ou de la Cornouaille, moi. Et donc, je veux dire, ces peurs sur la santé, ça va continuer à nous empoisonner. Et alors, moi, c'est une partie de mon fonds de commerce, vous savez. Dès qu'il y a un scandale alimentaire, tout le monde me demande, Monsieur Parmentier, venez à la télé, je vais montrer mon truc à la télé, c'est grave. Ouais, c'est grave.
mais il va y avoir bien plus de scandales alimentaires. C'est parce que la nourriture est bien meilleure qu'il y aura bien plus de scandales alimentaires. Regardez par exemple, dans le temps, les bébés mouraient en masse. Les bébés mouraient. Maintenant, plus aucun bébé ne meurt. Est-ce que vous vous rendez compte que 30 bébés qui ont la diarrhée, c'est un scandale qui dure des mois? J'ai envie de dire, Lactalis n'a certainement pas fait ce qu'il fallait. Mais, maintenant, c'est la diarrhée du bébé qui fait l'ouverture du 20h. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Plus aucun bébé ne meurt jamais. Mais l'œuf aux fibronines n'a tué personne. La lasagne au cheval roumain n'a tué personne. Dieu soit loué. Attendez, le dernier scandale qui a vraiment tué, c'est les graines bio allemandes. Avec quand même 50 Allemands morts, 2000 handicapés à vie. Ah ben ça, c'était un vrai scandale. Ah oui, mais comme tous les journalistes sont bio, ils ont arrêté d'en parler. Qu'aurions-nous entendu si ça avait été vraiment le concombre d'Espagne? Autrement dit, parce que maintenant, nous arrivons à des taux de sécurité alimentaire gigantesques, plus personne ne meurt jamais après souper. Du coup, c'est la diarrhée qui devient un scandale. Et il y aura quand même des diarrhées de temps en temps. Et donc, la population est de plus en plus sensible à des peurs, souvent irrationnelles. Et je vous fais le pari qu'il y aura de plus en plus de scandales alimentaires. Le scandale alimentaire ne mesure pas la malhonnêteté ou l'incompétence, ça mesure l'efficacité de la police. Parce que par exemple, la lasagne au cheval roumain, c'est génial comme exemple. Des gens qui mettaient du cheval dans le pâté aux alouettes, il y en a toujours eu. Toujours eu. Mais avant, il fallait prendre le boucher, la main dans le cheval, si j'ose dire. Maintenant, c'est vachement simple, la société. Il y a une ONG qui achète une lasagne dans un supermarché, ils analysent et ils disent, tiens, c'est de la génétique de cheval. Il y a marqué bœuf. Et on découvre que, ah ben d'accord, on veut manger des lasagnes à 1,50 €. On veut manger des lasagnes à 1,50 €. Enfin, toute personne qui a fabriqué une fois dans sa vie des lasagnes savent que ça n'existe pas, il y a forcément un truc. Déjà, je vais vous poser les questions. Si tu as mangé un rôti de veau à midi, pourquoi tu manges des lasagnes le soir? Tu n'as pas besoin de manger de la viande 14 fois par jour, par semaine. Déjà. Et deuxièmement, attendez, la seule chose qui est bon pour la santé, vraiment bon pour la santé, le soir, c'est la soupe aux légumes de saison locaux. Ça coûte beaucoup moins cher, c'est vachement meilleur pour la santé. Chaque fois que je dis ça, il dit c'est encore un macho. Alors, voilà, ça fait 40 ans que l'épluche pour la soupe, c'est moi. Hein. Les hommes ont le droit de faire l'épluche aussi. Bon. Et la lasagne, 1,50 €, ben on achète le monde qui va avec. On achète le trader fou à Chypre, qui, pas vu, pas pris, qui achète des vieilles carnes roumaines, qui les amène dans un endroit qui n'est pas encore noyé, où il y a un mec un peu malhonnête qui dit « Je retire l'étiquette cheval et je mets l'étiquette bœuf. » Eh ben non. Maintenant, il se fait prendre, parce qu'on peut faire des analyses génétiques. C'est la même chose l'autre jour, il y a 2 ans, à l'ouverture du champ de l'agriculture, ils ont dit que 80% des fruits et légumes ont des pesticides. Ah, mais je l'ai dit seulement 80. Attendez, ils ne sont pas encore assez bons pour les analyses. Parce qu'on peut toujours trouver une molécule de tout dans tout. Hein. Ah, ben c'est pareil, on dit, vous avez vu, on fait faire pipi maintenant aux célébrités, elles pissent du glyphosate. Et combien? Vous avez la moindre idée de combien c'est qui menace? Moi qui ai l'esprit mal tourné, j'ai dit, ben, si on l'évacue par les urines, ben, c'est bien, on ne les garde pas. Donc, tout ça, ça va s'armer, et quelque part, c'est un hommage. La nourriture française est la plus sûre du monde. Je dis bien du monde. Gardez le cap. Parce que au XXIe siècle, les scandales alimentaires, il y en aura tout le temps, et ça peut paraître fastidieux, difficile de garder la nourriture la plus contrôlée, la plus tracée au monde, mais c'est ça qui assurera votre survie. Parce que la demande de sécurité alimentaire absolue, elle est passée à non seulement mon bébé ne meurt plus, mais mon bébé n'a plus la diarrhée. Donc ça devient de plus en plus compliqué de nourrir les bébés. Merci Bruno. Une autre question, mesdames et messieurs. Oui, je vois un bras effectivement se dresser à côté de vous, Fabienne. Voilà, je vous laisse vous présenter. Bonjour, Moujnou Anne-Flore, je suis vétérinaire inspecteur.
Je suis venue ici par rapport à votre... Enfin, je voudrais que vous partagiez votre vision sur l'export mondial et l'export français dans les années à venir, même si on a quelques éléments de réponse à travers ce que vous nous avez déjà dit. Bon, alors, tiens, par exemple, tous les ans au mois de juillet, il y a des manifs à Perpignan pour empêcher les pêches espagnoles de rentrer. Moi, j'ai envie de dire, c'est notre pays. On a un pays qui s'appelle l'Europe. La France est beaucoup trop petit pour les agriculteurs français. Je veux dire, si on coupait les frontières des deux côtés, mais qu'est-ce qu'on ferait de notre vin? Qu'est-ce qu'on ferait de notre cognac? Qu'est-ce qu'on ferait de notre blé? Qu'est-ce qu'on ferait d'une partie de notre lait? La vocation de la France, c'est d'exporter. Mais exporter à qui? À l'Europe déjà. C'est quand même génial de se dire qu'on a la paix en Europe depuis que De Gaulle et Adenauer ont dit tiens, j'ai une bonne idée. Les Bretons vont faire du rap de bouffe pour nourrir les ouvriers chez Volkswagen qui vont nous vendre des Volkswagen pourris. Bon. Alors maintenant, le problème, c'est qu'on s'est mal débrouillé. Ils nous vendent des Volkswagen et du cochon. Donc il va falloir reprendre. Mais moi, je n'appelle pas ça de l'export. C'est normal, c'est notre pays. Bon, et d'ailleurs, on va le voir. J'imagine qu'il va y avoir un hard Brexit. Bon, est-ce que les Anglais ont bien compris que les agriculteurs anglais sont totalement incapables de nourrir les Anglais? S'il y a un hard Brexit, pour trouver des légumes à Londres au mois de décembre, ça va être difficile. Par rapport à vendre vos légumes en Bretagne, ça va être difficile aussi. Mais enfin, c'est encore plus compliqué quand on n'en a plus. Bon, autrement dit, on a un pays qui s'appelle l'Europe. Donc allons-y. Bon, ne nous faisons pas exploiter trop. Je veux dire, nous, on veut notre cochon, enfin un truc, les principales normes d'environnement, parce qu'on aime bien l'environnement. Et puis, les prix les moins chers, parce qu'on ne veut pas trop payer nos ouvriers, donc il faut que la bouffe soit pas trop chère. Et puis, quand même, les salaires dans les abattoirs, c'est le SMIC. En Europe, il y en a qui disent, moi, si j'importais des Bulgares au prix de la Bulgarie, dans les abattoirs, c'est pas mal. Ou des Marocains au prix du Maroc. Alors, au bout d'un moment, on se dit, il faut faire l'Europe, si on veut la faire. Il faut la faire pour de vrai. C'est-à-dire, c'est pas normal de s'échanger dans notre pays, le vrai pays qui est l'Europe, avec des règles qui ne sont pas les mêmes. Ou alors, c'est les mêmes règles environnementales, mais chez nous, ils sont plus pointilleux qu'en Allemagne, apparemment. Bon. Donc, il faut homogénéiser tout ça. Maintenant, doit-on nourrir la planète? On l'a dit au moment de la décolonisation. La Bretagne va nourrir la planète. Alors, je vais vous dire, en ce moment, j'ai des journalistes brésiliens qui m'appellent couramment. En me disant, non, mais vous qui parlez à des agriculteurs français, vous ne pouvez pas leur dire, arrêtez, c'est pas digne de vous, la France, de faire la bouffe. On s'occupe de tout, les Brésiliens. Je dis, ouais, vous vous occupez de tout, c'est vrai? Tiens, vous êtes combien de Brésiliens au Brésil? 240 millions. Tiens, je vous donne une première idée. Vous ne pourriez pas nourrir correctement les 240 millions de Brésiliens. Ils trouvent que j'agace. J'ai dit ensuite, vous savez combien de personnes ont faim dans le monde? 800 millions. Donc je note, les Brésiliens vont nourrir les 240 millions de Brésiliens, plus les 800 millions de crèvent la faim, on est bien d'accord. Tout de suite, ils baissent d'un ton. Et je dis, vous y croyez d'un monde, vous, où on va s'organiser pour faire transporter des produits périssables et lourds sur des dizaines de milliers de kilomètres, pour les amener au fin fond du Burkina Faso, pour les vendre à des gens qui n'ont pas un radis pour nous les acheter? Mais c'est de l'escroquerie intellectuelle. L'Afrique doit manger des produits africains, l'Asie doit manger des produits asiatiques. Et les cochons français doivent manger des produits français, accessoirement. Alors, il y a un problème, d'accord, il y a une crise en Chine, ils tuent 100 millions de cochons, vous n'avez qu'à leur en vendre 1 million, ce sera déjà ça. Mais enfin, il ne faut pas confondre l'exception et la règle. On ne peut pas organiser un monde avec des continents qui n'arrivent pas à se nourrir. Chaque continent doit arriver à se nourrir. Or, quand les exportations subventionnées à bas prix de pays très efficaces pour l'agriculture empêchent radicalement l'agriculture qui a pris du retard à se développer, ça n'est pas un bon coup pour l'humanité. Et donc, il faut absolument que l'Afrique, qui est très en retard sur l'agriculture, qui n'arrivent pas à se nourrir alors qu'ils sont encore très peu nombreux, mais dont la population va doubler, il faut absolument qu'elle arrive à produire plus.
L'Afrique doit tripler sa production agricole dans les 30 ans qui viennent. Elle doit faire la même révolution que la Bretagne dans les années 60. Ce n'est pas gagné. Mais si en plus on dit c'est nous qui allons envoyer notre poulet pas cher au Cameroun, eh bien il n'y aura jamais de poulet au Cameroun. Donc c'est vrai qu'il faut probablement revenir à des choses plus raisonnables. Alors moi je ne suis pas pour qu'on se boive tout le cognac en France. Je trouve ça très bien que les riches du monde boivent du cognac, il n'y a aucun problème. Moi je vous parle du pain, je vous parle du riz, enfin, je vous parle de la nourriture de base. Il faut que chaque continent soit indépendant. Et je dis bien chaque continent et pas chaque pays. Nous, on est indépendants à 27 pays. On n'est pas indépendant à un seul pays. Et donc, il y a probablement l'équivalent à faire dans une quinzaine de régions du monde, devenir raisonnable après s'être fait la guerre pendant des siècles et dire, au lieu d'échanger des bombes et des baïonnettes, je vais échanger des grains, du lait et de la viande. On y vivra en paix et on y vivra mieux. Je suis très utopiste. Et donc, c'est parfait que les producteurs de cochons utilisent en ce moment la faiblesse passagère de la Chine. Mais dire, par exemple, on va arrêter les quotas laitiers. Et vous allez voir, nous allons vendre du lait comme des malades à la Chine et à la Russie. Ben, c'est pas de bol. La Russie en est fâchée. Mais attendez, on a découvert depuis qu'on est fâché à la Russie à quel point la Russie est nulle en agriculture. Voilà le plus grand pays du monde, dont les terres vont augmenter sans arrêt, qui ne sont que 130 millions. Dans la population, ils ne font pas d'enfants, eux. Elle ne cesse de décroître, qui n'est pas foutu de faire son lait, son cochon et ses pommes. Je pense qu'à quelque chose malheur est bon. Le monde a besoin que la Russie devienne un grand pays agricole. Peut-être que ce sera difficile pour la Bretagne à court terme, mais le monde a absolument besoin des terres de la Russie pour produire. Et nous, dire on va déréguler, et c'est les Russes et les Chinois qui vont réguler la production de lait en Europe, c'était une folie. Et d'ailleurs, oui, pareil, il y a eu un scandale dans le lait alimentaire des bébés en Chine. Ils ont fait une usine, parce que nous, il n'y a que nous qui ne savons pas qu'on est très bon en sécurité. Les Chinois, ils le savent. Pour mes bébés, je voudrais la Normandie, la Bretagne, parce que c'est là le top niveau de la sécurité. Donc ils ont fait des usines de séchage, ça a duré 2 ans. Croire que l'avenir de la Bretagne, c'est de vendre aux Chinois, ça me paraît très aléatoire. L'avenir de l'Europe, c'est de produire pour l'Europe. Je fais une exception. Le bassin méditerranéen. Avez-vous remarqué que les pays du nord de l'Afrique du Nord, c'est-à-dire de la rive sud de la Méditerranée, avec le réchauffement climatique, ils n'arriveront plus jamais à se nourrir. Quel est le De Gaulle et l'Adenauer qui va dire il faut faire le même coup autour de la Méditerranée que ce qu'on a fait en Europe. C'est notre intérêt qu'on mange en Algérie, qu'on mange en Égypte, qu'on mange en Syrie quand il n'y aura plus de guerre. Je ne sais pas comment ils feront pour nous payer le blé et le poulet, hein, pas le cochon. Je ne sais pas comment ils feront. Mais je sais que si, juste là, de l'autre côté de notre petite mer intérieure, les gens ont faim, il n'y aura pas de paix en France. On va le payer très cher. Donc, moi, qu'on fasse un peu de râpe de poulet pour l'Égypte, un peu de râpe de blé pour l'Égypte, ne me choque aucunement. Qu'on dise, on va nourrir la planète, c'est une folie. L'Afrique doit d'abord se nourrir. Maintenant, il y a des pays qui, avec la surpopulation et le réchauffement de la planète, n'y arriveront jamais. Il faut quand même qu'ils vivent en paix. Excusez-moi, c'est une réponse un peu lapidaire. Applaudissements pour Bruno Parmentier, mesdames et messieurs. C'était le premier temps fort de cet après-midi. Bruno, on vous retrouvera lors du 3e temps de la table ronde. Je vous invite à regagner votre place.